Au dîner, le cousin de mon mari a souri d'un air narquois. Dans la marine? Je parie que vous n'êtes qu'une secrétaire de bureau glorifiée. Puis son père a demandé, quel est votre indicatif d'appel? La salle entière est devenue d'un silence de mort. Je voudrais pouvoir vous dire que je l'avais vu venir. Vraiment. Cela me ferait me sentir beaucoup plus intelligente et beaucoup plus préparée si je pouvais dire que je suis entrée dans cette maison en sachant exactement comment la soirée allait se briser. Mais la vérité est que cela a commencé comme n'importe quel autre Thanksgiving à Chesapeake en Virginie. Le ciel avait cette nuance spécifique de gris côtier. Le vent soufflant de l'eau transportait un frisson humide qui pénétrait directement à travers ma veste. Et l'allée était remplie de camionnettes et de gros véhicules utilitaires sportifs. C'était un jeudi tout à fait normal. Mon mari Julien a garé notre voiture sur le bord de la pelouse avant parce qu'il n'y avait absolument nulle part ailleurs où se garer. Je me souviens avoir ouvert la porte passager pour marcher sur l'herbe durcie par le givre et prendre une longue et profonde inspiration avant d'essayer de me tenir droite. Mon genou droit s'est bloqué. Il avait agi comme une charnière de porte rouillée toute la semaine. Un charmant petit souvenir d'un atterrissage brutal au Moyen-Orient il y a environ 10 ans. Certains jours je l'oubliais complètement. D'autres jours, généralement lorsque la température descendait en dessous de 50 degrés, il décidait de me rappeler bruyamment que j'avais 39 ans et que mon corps avait payé un lourd tribut pour l'uniforme que je portais. Julien est arrivé par l'arrière de la voiture en portant un plat de patates douces recouvert de papier d'aluminium que sa mère nous avait pratiquement supplié d'apporter. Il s'est arrêté quand il m'a vu m'appuyer lourdement contre la portière de la voiture en massant le côté de ma jambe. Il avait ce doux regard inquiet sur son visage. Celui qui faisait de lui un si bon conseiller au lycée où il travaillait mais qui me rendait parfois folle. « Tu vas bien, Serena ?» a-t-il demandé d'une voix basse. « Oui, je vais bien » ai-je dit en repoussant la portière et en forçant mon poids sur ma mauvaise jambe. « J'ai juste besoin d'une seconde pour laisser les articulations se rappeler comment fonctionner. »« Tu es sûr ? Nous ne sommes pas obligés de rester tard. Nous pouvons juste manger et dire bonjour pour partir d'ici à 7 heures. Julien, c'est le Thanksgiving de ta famille. Nous resterons aussi longtemps que nous devrons rester. » J'ai fermé la portière de la voiture plus fort que je ne le voulais. Le bruit sourd a résonné dans la rue calme. Quand une simple question comme celle-là vous agace, vous savez déjà que quelque chose ne va pas. Mais j'ai refoulé l'irritation. J'étais une officière. Je savais comment compartimenter. J'ai attrapé mon sac à main pour afficher un sourire poli sur mon visage et j'ai suivi Julien sur l'allée en béton fissuré vers la porte d'entrée. La maison était exactement la même que pendant les 3 dernières décennies. Une maison en briques à paliers multiples qui sentait toujours légèrement le poli à meubles au citron avec de la dinde rôtie et de la vieille moquette. Dès que Julien a poussé la porte d'entrée, un mur de chaleur et de bruit nous a frappés. Le football hurlait de la télévision dans le salon. De petits enfants couraient dans le couloir en tenant des assiettes en carton. Quelqu'un criait à propos de petits pains brûlés depuis la cuisine. C'était chaotique et bruyant mais tout à fait normal. Pendant la première heure, tout allait parfaitement bien. J'ai fait ce que je fais toujours lors de ces réunions de famille. J'ai traîné près de l'îlot de cuisine pour couper du céleri et distribuer des boissons tout en détournant les bavardages habituels. Chaque fois que les gens entendent que vous êtes dans la marine, ils reviennent automatiquement aux 3 mêmes questions. Êtes-vous allé quelque part de cool récemment? Allez-vous être déployé à nouveau? Connaissez-vous quelqu'un sur ce porte-avions qu'ils ont vu aux nouvelles? Au fil des ans, j'avais perfectionné l'art de la non-réponse polie. J'ai souri. Je leur ai donné des réponses vagues et joyeuses puis j'ai continué à bouger. Je n'ai jamais parlé du travail réel. Ce n'était pas que mon travail était hautement classifié bien qu'une partie le fût. C'était juste personnel. Les choses que j'avais vues ou faites et ce que mon corps avait enduré n'avaient pas leur place dans une conversation à côté d'un bol de sauce au canneberge. Julien, quant à lui, était dans son élément. Il flottait de groupe en riant et en tapotant ses cousins dans le dos pour éviter tout sujet frôlant la controverse. C'était le super pouvoir de Julien. Il pouvait naviguer dans une pièce pleine de personnalités conflictuelles et faire en sorte que chacun se sente entendu sans jamais prendre fermement position sur quoi que ce soit. J'aimais cela chez lui. Vraiment. Mais j'allais découvrir à quel point ce genre de passivité extrême pouvait être dangereux. Au moment où 6 heures sont arrivées, l'odeur de la viande rôtie était accablante et Martha, la tante de Julien, a finalement tapé des mains bruyamment en annonçant que le dîner était prêt.
Les adultes se sont serrés dans la salle à manger formelle pour trouver leur place autour d'une massive table en chêne qui avait vu des dizaines de ces fêtes. Les enfants ont été bannis sur des tables pliantes dans le salon comme une bénédiction pour quiconque voulait s'entendre penser. J'ai tiré une chaise près du milieu de la table. Juste au moment où je me suis assise, j'ai réalisé avec un sentiment d'effroi exactement en face de qui j'étais placé. Derek. Derek était le cousin de Julian. Il avait 31 ans. Il était lieutenant de la marine et très probablement l'un des êtres humains les plus épuisants respirant actuellement sur la côte est. Derek était intelligent. Il était capable et il était absolument convaincu qu'il était le plus grand cadeau que l'armée des États-Unis ait jamais reçu. Chaque conversation avec lui se transformait d'une manière ou d'une autre en un monologue sur ses accomplissements ou ses idées de génie et sa trajectoire de carrière. Si l'ego pouvait être transformé en arme, Derek aurait été classé comme une arme de destruction massive. À côté de Derek était assise sa mère Martha qui le regardait comme s'il était le Messie. Et à côté de Martha était assis Harrison. Harrison était le père de Derek. Il était l'oncle de Julian et un maître principal de commandement de la marine à la retraite. Harrison avait 70 ans. Il était bâti comme un mur de briques et avait des yeux qui ne manquaient absolument rien. Contrairement à son fils, Harrison parlait rarement. Il n'en avait pas besoin. Il était le genre d'homme qui pouvait faire taire une pièce juste en s'éclaircissant la gorge. Pendant que Derek tenait court en se vantant bruyamment, Harrison coupait silencieusement sa dinde avec une expression totalement illisible. Julian a pris la place juste à côté de moi en heurtant mon épaule de manière ludique. Je lui ai souri en retour en espérant que mon effroi ne se voyait pas. Donc de toute façon, disait bruyamment Derek en pointant sa fourchette vers la tante Clara de l'autre côté de la table. Le commandant m'a personnellement contacté. Personnellement. Il a dit, Derek, nous avons besoin de quelqu'un pour ancrer ce prochain déjeuner de leadership à la station navale de Norfolk. Les officiers subalternes perdent leur concentration. Nous avons besoin d'une nouvelle perspective. Je lui ai dit que j'étais débordé évidemment, mais on ne peut pas vraiment dire non quand il présente les choses comme ça. Oh chérie, c'est tout simplement merveilleux, a roucoulé Martha en passant la purée de pommes de terre. Ils savent que tu as l'étoffe d'un dirigeant. J'ai toujours dit que tu serais amiral avant tes 50 ans. La tante Clara est intervenue. Tu dois être tellement occupé, Derek. C'est tout simplement incroyable combien de responsabilités il te donne. Eh bien, il s'agit de gestion d'image et de préparation opérationnelle, a dit Derek doucement en prenant une gorgée de sa bière. Beaucoup de gens dans le service en ce moment ne comprennent pas la différence entre avoir l'air de jouer le rôle et faire réellement le travail. Je vais concentrer ma présentation sur la performance réelle par rapport à la valeur perçue. J'ai mâché ma dinde silencieusement. J'ai gardé les yeux sur mon assiette. Je ne voulais pas m'engager. Je savais que si j'établissais un contact visuel ou si je lui donnais ne serait-ce qu'un pouce, il m'y entraînerait. Mais cela n'avait pas d'importance. Dans le monde de Derek, tout le monde n'était qu'un personnage secondaire dans son film et il avait besoin d'un accessoire. Nous étions à peu près à la moitié du repas quand la tante Clara m'a regardé en essayant d'être polie. Comment vont les choses pour toi, Serena? Il te garde occupé à la base? C'est bien, tante Clara, ai-je dit en offrant un sourire chaleureux. Occupé mais bien. Vous savez comment sont les vacances. C'était tout. C'était tout ce qu'il a fallu. Apparemment mon existence suffisait à irriter Derek. Il s'est penché en arrière sur sa chaise en s'essuyant la bouche avec une serviette et a souri d'un air narquois. C'était un type de sourire spécifique. Le genre porté par les hommes qui pensent être la personne la plus intelligente de n'importe quelle pièce. Tu fais toujours semblant d'être stressé, Serena, a demandé Derek. La conversation autour de nous s'est légèrement atténuée. Quelques têtes se sont tournées. Pardon, ai-je demandé en gardant ma voix parfaitement égale. Je dis juste, a gloussé Derek en faisant un geste vers moi avec son couteau à beurre. Le public a cette image romancée de la vie militaire, surtout quand il s'agit d'officières. Tout le monde pense que ce n'est que des missions à enjeux élevés et du danger. J'ai pris une longue gorgée de mon eau. Les glaçons ont teinté contre le verre. Je pouvais sentir la température de la pièce changer. Y a-t-il une question là-dedans quelque part, Derek? Il a ri en regardant autour de la table pour rassembler un public. Je trouve toujours ça drôle. Tu obtiens tout ce respect. Les gens te remercient pour ton service. Mais soyons honnêtes ici. Quel est ton vrai travail ces jours-ci? Le même qu'avant, ai-je dit doucement. Le sourire de Derek s'est élargi.
Il était prédateur. Laisse-moi deviner. Il s'est penché en avant en posant ses coudes sur la table. Tu es assise à un bureau. Tu classes des documents. Tu souris pour les brochures sur la diversité. Honnêtement Serena, je parie que ton travail principal dans la marine est juste d'être une secrétaire de bureau glorifiée. Quelques personnes au bout de la table ont réellement ri. Ce n'était pas un rire fort mais juste un gloussement nerveux et inconfortable de parents qui ne voulaient pas faire de scène. La tante Clara s'est couvert la bouche et ses yeux se sont détournés. Martha a simplement souri fièrement à son fils en étant complètement inconsciente de l'insulte. Mon estomac s'est serré. Je l'ai regardé fixement. Je n'étais pas furieuse. Pas encore. Surtout j'étais juste incroyablement fatigué. J'avais entendu des variations de cette insulte tout au long de ma carrière. C'était l'attaque la plus vieille et la moins chère du livre. L'hypothèse selon laquelle mon grade m'avait été remis pour remplir un quota parce que j'étais une femme. Que mes années de service n'étaient qu'administratives. Que je n'étais rien d'autre qu'une secrétaire portant un uniforme. C'était complètement banal. Avant de pouvoir dire un mot, j'ai regardé Julien. J'ai regardé droit vers mon mari assis à quelques centimètres de moi. J'ai attendu qu'il parle. Je n'avais pas besoin qu'il crie. Je n'avais pas besoin qu'il renverse la table. J'avais juste besoin d'une seule phrase. Et recule. Ou bien ne parle pas à ma femme comme ça. Juste une seule phrase pour montrer que nous étions une équipe. Julien regardait intensément son petit pain à moitié mangé. Il n'a pas levé les yeux. Il n'a pas dit un mot. Il est resté complètement et totalement silencieux. Ce silence m'a frappé plus fort que l'insulte de Derek ne le pourrait jamais. J'ai eu l'impression que le sol venait de s'effondrer sous ma chaise. Derek a vu le silence de Julien et l'a pris comme un feu vert. Il a ouvert la bouche pour lancer une autre blague. Puis un son a traversé la pièce. Un lourd tintement métallique. Harrison avait posé sa fourchette en argent sur son assiette en céramique. Il l'a fait lentement et délibérément. Le bruit n'était pas fort mais il a instantanément tué tout ce qui restait de rire nerveux. La table est devenue d'un silence de mort. Pas le genre de silence confortable mais le genre de silence où l'on peut entendre le réfrigérateur bourdonner dans la cuisine. Harrison n'a pas regardé son fils. Il n'a pas regardé sa femme. Il a regardé directement de l'autre côté de la table vers moi. Son visage était taillé dans la pierre. Serena, a dit Harrison. Sa voix était calme et profonde tout en portant une autorité absolue. Oui monsieur, ai-je répondu automatiquement pendant que ma posture se redressait. Quel est votre indicatif d'appel? Derek s'est moqué immédiatement en levant les yeux au ciel. Papa allez. Elle n'a pas. Je lui ai demandé à claquer Harrison alors que sa voix claquait comme un fouet. La bouche de Derek s'est refermée d'un coup. Harrison a gardé ses yeux verrouillés sur les miens. Quel est-il? J'ai dégluti difficilement. Je détestais parler de ça. Je n'en ai jamais parlé mais Harrison était un maître principal de commandement et il demandait. Alors j'ai répondu clairement, jukebox. La réaction a été instantanée mais seulement de sa part. Les yeux de Harrison se sont écarquillés. Juste une fraction mais je l'ai vu. Il s'est penché en arrière sur sa chaise en me regardant comme s'il voyait un fantôme. Vous êtes jukebox? Vous êtes Mercé? A-t-il demandé pendant que sa voix perdait son tranchant de fer pendant une seconde. J'ai hoché la tête une fois. Oui monsieur. De l'autre côté de la table Derek a froncé les sourcils en regardant d'avant en arrière entre nous. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que jukebox? Personne ne lui a répondu. Harrison a juste continué à me regarder fixement. Un profond mélange de choc et de profond respect a traversé son visage. Puis très lentement il a tourné la tête pour regarder son fils. Le poids absolu de la déception sur le visage de Harrison était dévastateur. C'était bien pire que s'il avait crié. Derek, a dit doucement Harrison. Tu aurais dû arrêter de parler il y a exactement 5 minutes. La pièce est figée. Derek a laissé échapper un rire faible et nerveux. Papa, de quoi parles-tu? Qu'est-ce que cela signifie même? Harrison a secoué la tête lentement en regardant son fils avec quelque chose s'apparentant à de la pitié. Tu n'en as absolument aucune idée. Le reste du dîner était un cimetière.
Les gens ont désespérément essayé de changer de sujet en évoquant le temps où les prochaines séries éliminatoires de football et la consistance de la sauce. Rien de tout cela n'a fonctionné. Les dégâts étaient faits. Et tout au long de cela je n'ai pas pensé à Derek. Et je n'ai pas pensé à Harrison. Je suis juste resté là à manger ma nourriture froide en étant hyper consciente de l'homme assis à côté de moi. Le mari qui avait regardé son cousin m'humilier et qui avait choisi de regarder un petit pain à la place. Nous sommes partis 30 minutes plus tard. J'ai fait les excuses appropriées. J'ai remercié Martha pour le repas et je suis sorti vers la voiture. Le soleil s'était complètement couché maintenant. Le quartier était plongé dans l'obscurité à l'exception des lumières de Noël précoces clignotant agressivement depuis les maisons environnantes. Julien a déverrouillé la voiture. Nous sommes montés. Il a tourné la clé et le chauffage a soufflé de l'air froid sur nos visages avant de se réchauffer lentement. J'ai regardé droit devant moi à travers le pare-brise. Je ne l'ai pas regardé. Il a mis la voiture en marche et s'est éloigné du trottoir. Le trajet de Chesapeake à notre maison de ville à Norfolk prend généralement environ 20 minutes. Ce soir cela a semblé durer 20 ans. Le silence à l'intérieur de la voiture était étouffant. Ce n'était pas un silence paisible. C'était le genre de silence lourd et pressurisé qui s'accumule juste avant qu'une tempête n'éclate. Tout ce que je pouvais entendre était le bourdonnement des pneus contre l'asphalte et le tic-tac rythmique du clignotant. Nous avons dépassé des bonhommes de neige gonflables brillants sur les pelouses avant et des stations-service brillamment éclairées. Mais je ne voyais vraiment rien de tout cela. Mon cerveau était bloqué sur une boucle rejouant le dîner. Le visage suffisant de Derek. Le rire nerveux de la tante Clara. Et Julien. Toujours Julien. Regardant fixement son assiette. Après 10 minutes Julien a finalement soupiré et sa prise sur le volant s'est resserrée. Derek est un idiot, a-t-il dit au pare-brise. J'ai gardé mes yeux concentrés sur les lampadaires qui passaient. D'accord, ai-je dit doucement. Je dis juste à continuer Julien en semblant sur la défensive. C'est un idiot. Il doit toujours être le centre de l'attention. Tu sais comment il devient. C'est tout ce que tu as, ai-je demandé en tournant légèrement la tête pour regarder son profil. C'est ce que tu retiens de ce soir. La mâchoire de Julien s'est contractée. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Serena? Je suis d'accord avec toi. C'est un abruti. Je vois. J'ai hoché la tête lentement en me retournant vers la fenêtre. Un autre kilomètre a passé. Puis Julien a fait la pire erreur tactique possible. Il a essayé de la rationaliser. Écoute, il plaisantait juste. C'est juste comme ça que Derek opère. Il parle trop. Il essaie de faire réagir les gens. Ce n'est pas personnel. J'ai tourné la tête brusquement pour lui faire face. Es-tu sérieusement en train de le défendre en ce moment? Je ne le défends pas. Julien a élevé la voix clairement frustré. Je dis juste que c'est comme ça que sa famille communique. Il se lance des piques. Tu ne peux pas prendre ça si sérieusement. J'ai laissé échapper un seul rire sec qui n'avait aucun humour. Il m'a appelé une secrétaire de bureau glorifiée Julien. Devant toute ta famille. Il a essentiellement dit que toute ma carrière et tout ce que j'ai construit est une blague. Et ta défense est qu'il est juste en train de jouer. Ce n'est pas une défense, a marmonné Julien en s'arrêtant à un feu rouge. Alors qu'est-ce que c'était, ai-je exigé alors que ma voix s'élevait enfin. Qu'est-ce que c'était quand tu t'es assis là et que tu n'as absolument rien dit pendant qu'un autre homme humiliait ta femme? Julien a refusé de me regarder. Il regardait le feu rouge comme s'il contenait les secrets de l'univers. L'horloge du tableau de bord indiquait 8:41. C'était un vendredi soir tout à fait normal pour le reste du monde. Mais à l'intérieur de cette voiture une fondation se fissurait. Je ne voulais pas aggraver le Thanksgiving, a finalement dit Julien alors que sa voix tombait à un murmure. C'était ça. La pure vérité finalement traînée dans la lumière. Je l'ai regardé fixement. Pire pour qui? Julien a dégluti difficilement. Serena, s'il te plaît. Non, répond à la question Julien. Pire pour qui? J'ai secoué la tête en y répondant pour lui. Pas pour moi parce que c'était déjà terrible pour moi. Tu ne voulais pas l'aggraver pour toi. Tu ne voulais pas l'inconfort de devoir dire à ton cousin de se taire. Tu as protégé ta propre paix et tu m'as jeté sous le bus pour le faire. Le feu est passé au vert.
Julien a appuyé sur la pédale d'accélérateur. Il n'a pas dit un autre mot pour le reste du trajet. Il ne le pouvait pas parce que nous savions tous les deux que j'avais raison. Quand vous évitez les conflits pour maintenir la paix, vous ne maintenez la paix que pour vous-même. Vous ne faites que transférer la douleur à celui qui se tient à côté de vous. Et ce soir, c'était moi qui payais la facture en euros. Nous sommes rentrés à notre maison de ville vers 9h15. Je suis allé directement dans la cuisine. J'ai laissé tomber mes clés sur le comptoir et j'ai commencé à essuyer l'îlot en granit impeccable avec une éponge. Je n'avais pas besoin de le nettoyer mais j'avais besoin que mes mains bougent. Julien a plané dans l'embrasure de la porte pendant quelques minutes en transférant son poids d'un pied à l'autre. Il a essayé de s'excuser à nouveau en murmurant quelque chose sur le fait d'être désolé mais cela sonnait creux. C'était comme un homme essayant de mettre un pansement sur une blessure par balle. Je lui ai dit que j'étais fatigué et je suis monté à l'étage. Julien s'est endormi presque instantanément. Je me suis allongé de manière rigide à côté de lui en regardant le plafond alors que le ventilateur tournait en cercle lent et hypnotique. Les ombres du lampadaire à l'extérieur rampaient sur le mur de la chambre. Il est dangereux d'être éveillé après minuit quand vous avez déjà mal. C'est à ce moment-là que votre cerveau décide d'ouvrir le classeur de chaque insécurité, de chaque traumatisme et de chaque grief que vous ayez jamais collecté. À 2h30 du matin, j'ai abandonné. J'ai jeté la couverture pour descendre les escaliers dans l'obscurité et j'ai préparé une cafetière dont je n'avais absolument pas besoin. Je me suis assise à la petite table de la cuisine enveloppée dans un épais pull en enroulant mes deux mains autour de la tasse en céramique chaude. La maison était complètement silencieuse. Le seul son était le faible bourdonnement du réfrigérateur. Dans le silence, les mots de Derek sont revenus en écho. Secrétaire de bureau glorifié. J'ai pris une lente gorgée du café amer et je me suis laissé penser aux choses que je passais la plupart de mes journées à essayer d'ignorer. J'ai pensé à la réalité physique de ma carrière. Les choses qu'ils ne vous montrent pas dans les affiches de recrutement sur papier glacé. J'ai pensé à la première fois que mon hélicoptère a pris des tirs au sol. Au craquement terrifiant et assourdissant du métal qui se déchire. J'ai pensé aux chirurgies et à la kinésithérapie épuisante juste pour marcher normalement à nouveau. La douleur chronique dans le bas du dos qui s'enflammait chaque matin comme un rappel constant de porter un équipement tactique lourd pendant 16 heures par jour. J'ai pensé à l'épuisement si profond qu'il semblait être tissé dans mon ADN. Je n'avais plus 25 ans. J'en avais presque 40. Et mon corps portait la carte de mon service. J'avais saigné. J'avais des os cassés. Et j'avais perdu des gens auxquels je tenais. Et pourtant rien de tout cela ne semblait avoir d'importance car pour des hommes comme Derek et apparemment pour la moitié des personnes à cette table je n'étais qu'une femme en uniforme. Pour eux ma présence dans l'armée était une déclaration politique ou une embauche pour la diversité et une technicité administrative. Ils ont regardé mon grade et ont supposé que quelqu'un me l'avait remis parce que ça faisait bien sur une brochure. Vous passez 15 ans à faire vos preuves et à travailler 2 fois plus dur pour obtenir la moitié du mérite. Et un jeune homme suffisant de 31 ans peut réduire le travail de toute votre vie à une blague au-dessus d'une purée de pommes de terre. Ce qui blessait le plus assise là dans l'obscurité à 2h30 du matin, c'était la pensée rampante et venimeuse que peut-être Julien était secrètement d'accord avec eux. Je savais que c'était une pensée irrationnelle née de la colère et de l'épuisement. Mais elle était là en rongeant les bords de mon esprit. S'il respectait ce que je faisais et s'il comprenait vraiment le poids de la chose, comment pouvait-il rester assis là en silence ? Je suis entré dans la salle de bain du rez-de-chaussée et j'ai allumé la lumière crue du plafond. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. J'avais l'air pâle. Il y avait des cernes foncées sous mes yeux. J'avais l'air plus vieille que je ne me sentais. J'ai saisi les bords du lavabo en me penchant plus près du verre. J'étais furieuse. Mais pour la première fois depuis le dîner, la colère a cessé d'être une émotion chaotique et désordonnée. Elle a commencé à se cristalliser. Elle est devenue froide. Tranchante et très concentrée. Je n'allais pas laisser passer ça. Je n'allais pas jouer la bonne épouse silencieuse qui ravalait une insulte pour garder les vacances agréables. J'avais passé ma vie entière à me battre pour ma place dans le monde et j'en avais absolument fini de laisser quiconque me faire me sentir petite dans ma propre famille. J'ai finalement réussi à obtenir peut-être 2 heures de sommeil sur le canapé du rez-de-chaussée. Quand je me suis réveillé, le ciel était d'un gris terne et délavé. Je pouvais sentir le bacon frire dans la cuisine. C'était le signe universel de Julien pour dire qu'il avait tout gâché et qu'il ne savait pas comment réparer ça en utilisant des mots.
Je suis allé dans la cuisine en attachant étroitement ma robe de chambre autour de ma taille. Julien se tenait devant la cuisinière en retournant du bacon avec sa spatule. Il a regardé par-dessus son épaule avec les yeux hésitants. « Bonjour » a-t-il dit doucement. « Bonjour » ai-je répondu en m'asseyant sur l'un des tabourets de bar. Il a fait glisser une assiette d'œufs et de bacon sur le comptoir vers moi ainsi qu'une tasse de café frais. Il n'a rien dit et moi non plus. La tension dans la cuisine était assez épaisse pour s'étouffer. Juste au moment où j'ai ramassé ma fourchette, mon téléphone a vibré sur le comptoir. C'était une notification du texte de groupe familial. Le téléphone de Julien a vibré simultanément. Nous avons tous les deux baissé les yeux. Le message était de Martha, la mère de Derek. J'espère que tout le monde a passé un merveilleux Thanksgiving. La nourriture était géniale. Je veux juste dire et rappelons-nous tous que Derek ne faisait que taquiner hier soir. Il a un sens de l'humour aiguisé. Nous aimons toutes nos filles militaires. Passez un week-end béni. J'ai regardé l'écran lumineux. Fille militaire. J'avais 39 ans. J'étais capitaine de corvette. J'avais des milliers d'heures de vol et j'avais commandé des unités dans des zones de combat actives. Et pour cette famille, j'étais une fille militaire qui avait juste besoin d'apprendre à accepter une blague. J'ai laissé échapper un court rire haletant et j'ai verrouillé mon téléphone en le jetant de nouveau sur le comptoir. Julien a lu le message sur son téléphone. Il a fermé les yeux et a pincé l'arête de son nez. Il avait l'air misérable. Bien. Il devrait l'être. Quelques secondes plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Je l'ai ramassé en m'attendant à un autre texte de suivi de la tante Clara d'accord avec Martha. Mais ce n'était pas la discussion de groupe. C'était un message privé de Harrison. Je l'ai ouvert. Il faisait exactement 3 lignes de long. Je vous dois de profondes excuses. Mon fils aussi. Êtes-vous libre pour le petit déjeuner mardi? J'ai lu le message 2 fois. J'ai ressenti un changement soudain et étrange dans ma poitrine. Parmi la mer de facilitateurs, quelqu'un avait finalement vu la réalité de ce qui s'était passé. Harrison n'essayait pas d'arranger les choses. Il ne cherchait pas d'excuses. C'était un commandant reconnaissant un échec dans ses rangs même si cet échec était son propre fils. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé une réponse d'un mot. Oui. J'ai mis le téléphone dans ma poche. J'ai pris mon café et j'ai regardé Julien. Il m'observait attentivement. « Qui était-ce » a-t-il demandé. « Ton oncle » ai-je dit d'un ton égal. « Nous prenons le petit déjeuner mardi. » Julien a eu l'air surpris puis profondément inquiet. « Harrison, pourquoi ?»« Je suppose que nous le découvrirons » ai-je dit en prenant une bouchée de mes œufs. Je n'ai donné aucune autre information et Julien n'a pas eu le courage de demander. Pendant le reste du week-end, nous avons existé dans un état de distance polie et glaciale. Nous avons fait la lessive. Nous avons regardé la télévision. Nous sommes allés à l'épicerie. Mais nous opérions fondamentalement sur 2 planètes entièrement différentes. Il attendait que je m'en remette. J'attendais mardi. Le mardi matin, la pluie est revenue à Virginia Beach. C'était une bruine constante et implacable qui rendait la route glissante et le ciel de la couleur du béton mouillé. J'ai conduit jusqu'à un restaurant classique à quelques kilomètres de la base. Ce n'était pas un endroit branché pour le brunch. C'était un endroit à l'ancienne avec des banquettes en vinyle craquelé où le café est servi dans de lourdes tasses blanches et où la serveuse appelle tout le monde ma chérie. Je me suis garé sur le parking à exactement 8h30. La camionnette vert foncé immaculée de Harrison était déjà garée près de l'entrée. Bien sûr qu'elle l'était. L'homme n'avait probablement jamais été en retard à un seul rendez-vous de ses 70 années de vie. Je suis entré en secouant l'eau de mon parapluie. Le restaurant sentait les galettes de pommes de terre frites et le vieux café. J'ai repéré Harrison immédiatement. Il était assis dans une banquette d'angle près de la fenêtre avec une tasse de café noir devant lui en lisant un journal physique. Quand il m'a vu approcher, il a fait quelque chose qui m'a sincèrement choqué. Il s'est levé. Un maître principal de commandement à la retraite ne se lève pas pour n'importe qui. C'est un signe de respect profond et enraciné. « Bonjour Serena » a-t-il dit la voix grave. « Bonjour monsieur » ai-je répondu en me glissant dans la banquette en face de lui. Il a attendu que je sois assise avant de se rasseoir. Une serveuse est apparue instantanément. Elle m'a versé une tasse de café sans demander et a disparu tout aussi rapidement.
Pendant une longue minute aucun de nous n'a parlé. Harrison a soigneusement plié son journal et l'a mis de côté. Il a regardé par la fenêtre striée de pluie puis a ramené son regard perçant vers moi. « Je suis désolé, » a dit Harrison. Pas de préambule. Pas d'excuses. Juste la vérité brute et sans fioriture. « Merci, » ai-je dit doucement. J'aurais dû faire taire Derek il y a longtemps, a-t-il continué en enroulant ses grandes mains autour de sa tasse de café. Bien avant Thanksgiving. J'ai froncé les sourcils en traçant le bord de ma tasse. Que voulez-vous dire par là? A-t-il déjà dit des choses comme ça auparavant? Harrison a laissé échapper un lourd soupir fatigué. C'était le regard d'un père qui aime son fils mais qui est complètement épuisé par lui. Derek a toujours eu un problème pour faire la distinction entre la confiance et l'arrogance. Il est intelligent. Il est capable mais il croit à sa propre propagande. Et dernièrement il vous utilise comme un étalon de mesure pour se faire paraître plus grand. J'ai senti un œuf froid se former dans mon estomac. M'utiliser? Harrison a hoché la tête sombrement. Au cours des 2 dernières années, Serena, à chaque réunion de famille que Julian et vous avez manqué et à chaque fête, Derek faisait ses petits commentaires. Rien d'ouvertement hostile. Juste des pics subtils. Il disait aux gens que vous étiez chanceuse. Que vous n'aviez probablement pas vu de cockpit depuis des années. Que la marine vous gardait parce que vous présentez bien en uniforme et que cela aide pour les quotas de diversité. Il a dressé ce portrait de vous comme une gratte-papier glorifiée qui parle beaucoup mais ne fait absolument rien. Je suis resté parfaitement immobile. Le restaurant autour de nous s'est estompé. Le cliquetis des assiettes. Le bavardage des autres clients. La pluie sur la vitre. Tout est devenu un bruit de fond. L'insulte au dîner n'était pas un incident isolé. C'était le point culminant d'une campagne de dénigrement de 2 ans. Il avait lentement empoisonné la perception que sa famille avait de moi. Et Julian avait été soit trop aveugle pour le voir ou soit trop lâche pour l'arrêter. Est-ce que les gens l'ont cru? Ai-je demandé, ma voix dépassant à peine un murmure. Harrison a hésité. Et cette hésitation était toute la réponse dont j'avais besoin. Certains oui, a admis doucement Harrison. Les gens qui ne connaissent rien à l'armée ont tendance à croire la personne qui parle le plus fort. J'ai ignoré cela au début. Je pensais que c'était juste de la jalousie puérile. Mais à Thanksgiving, quand il l'a fait en face de vous, j'ai réalisé que j'avais laissé brûler un feu que j'aurais dû éteindre. J'ai fermé les yeux pendant une seconde en combattant une soudaine vague de nausée. C'était une chose d'être insulté par un inconnu. C'était tout à fait différent de réaliser que la famille dans laquelle vous vous étiez marié avait secrètement disséqué votre valeur dans votre dos. J'apprécie que vous me disiez cela, monsieur, ai-je dit en ouvrant les yeux. Ils étaient froids maintenant. Mais pourquoi poser la question sur mon indicatif d'appel? Pourquoi cela l'a-t-il arrêté? Le visage de Harrison a changé. Le regret s'est transformé en quelque chose ressemblant à un profond respect. J'ai demandé parce que j'ai reconnu votre nom, Serena. Je n'avais tout simplement pas fait le lien jusqu'à ce qu'il vous pousse à bout. Vous connaissez le capitaine Wallace, n'est-ce pas? Mon souffle s'est bloqué. De tous les noms que je m'attendais à ce qu'il lâche, ce n'était pas l'un d'eux. Je le connais de nom, ai-je dit prudemment. Harrison a souri. Un petit sourire triste. Ne soyez pas modeste avec moi, commandante. Vous avez sauvé sa vie et celle de 6 autres hommes. J'étais en poste au commandement central lorsque le rapport d'après-action est arrivé sur le réseau. Jukebox. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai juste fait mon travail. Vous avez fait l'impossible, a corrigé fermement Harrison. Mon point est que Derek ne sait absolument rien de qui vous êtes vraiment. Il pense tout savoir mais il marche aveuglément dans un champ de mine. Et il y a autre chose que vous devez savoir. Je me suis préparé. Quoi d'autre? Harrison s'est penché en avant alors que sa voix baissait d'un octave. Vous savez qu'il prend la parole au déjeuner de leadership sur la préparation conjointe la semaine prochaine à la station navale de Norfolk, n'est-ce pas? Il l'a mentionné. Le capitaine Wallace est l'invité d'honneur à ce déjeuner, Serena. Harrison a croisé mon regard. Et j'ai le fort sentiment que mon fils est sur le point de commettre une erreur catastrophique sur une scène très publique. Je vous dis cela parce que lorsque les retombées se produiront, je veux que vous sachiez que vous avez mon soutien total. Faites ce que vous avez à faire. Fan 3 points de preuve de Carmen Muctu 8002. J'ai quitté le restaurant avec l'impression d'avoir avalé une pierre.
La pluie s'était intensifiée en tambourinant un rythme implacable sur le toit de ma voiture alors que je naviguais sur les routes glissantes vers la station navale de Norfolk. Les essuie-glaces balayaient d'avant en arrière mais ma vision était entièrement tournée vers l'intérieur. J'essayais de traiter l'ampleur absolue de la trahison. Ce n'était pas seulement un commentaire stupide lors d'un dîner de fête. C'était 2 années entières de sabotage délibéré et calculé. Derek avait activement réécrit mon histoire en détruisant ma réputation brique par brique devant un public de personnes que j'étais censé appeler ma famille. J'ai garé ma voiture dans le vaste parking gris près de l'aile administrative de la base. L'air salin venant de l'eau était épais et lourd. J'ai franchi les points de contrôle de sécurité en pilote automatique en échangeant de brefs hochements de tête avec le personnel de service. Le bâtiment était un labyrinthe de lumières fluorescentes et de sol en linoléum éraflé avec le bourdonnement constant de la bureaucratie militaire. Je cherchais Carmen. Carmen était une de mes collègues capitaines de corvette. Un génie de la logistique et l'une des rares personnes sur cette base qui pouvait lire mon humeur avant même que je n'entre dans la pièce. Nous avions partagé des déploiements. Du café horrible et l'épuisement unique de naviguer dans une hiérarchie dominée par les hommes. Si j'avais besoin d'honnêteté brute et de discrétion absolue, Carmen était la seule porte à laquelle je frappais. Je l'ai trouvée dans son bureau enfoui derrière une pile de dossiers de réquisition. Elle a levé les yeux. Elle a jeté un regard à mon visage et a immédiatement laissé tomber son stylo. « Qui est mort et qui dois-je enterrer ?» a-t-elle demandé de manière complètement pince en rire. J'ai fermé la porte derrière moi en m'assurant qu'elle se verrouillait. « J'ai besoin que tu cherches quelque chose pour moi. Le prochain déjeuner de leadership sur la préparation conjointe la semaine prochaine. Celui avec les officiers subalternes. » Carmen s'est penchée en arrière sur sa chaise en plissant ses yeux sombres. « Je le connais. Je m'occupe d'une partie de la planification pour les conférenciers invités. » Pourquoi? Te portes-tu enfin volontaire pour parler? Parce qu'ils t'ont supplié pendant 1 an. Non, ai-je dit en m'appuyant contre le bord de son bureau en métal. Le cousin de mon mari prend la parole. Le lieutenant Derek. J'ai besoin de savoir de quoi parle sa présentation. L'expression de Carmen est passée de la curiosité à l'inquiétude professionnelle. Elle a tourné sa chaise vers ses 2 écrans pendant que ses doigts volaient sur le clavier. Derek. J'ai vu son nom sur la liste. Il a soumis ses diapositives provisoires pour révision il y a 48 heures. Pourquoi le regardons-nous, Serena? Parce que j'ai des raisons de croire qu'il m'utilise comme une étude de cas pour tout ce qui ne va pas dans la marine moderne. J'ai pris une lente inspiration. Carmen a arrêté de taper. Elle m'a regardé de manière complètement silencieuse avant de se retourner vers l'écran. Elle a cliqué sur quelques dossiers en contournant les invites de sécurité avec une aisance habituelle. D'accord. Ouverture de son dossier provisoire maintenant. Le titre est le leadership dans une flotte en évolution. Blablabla. Mot à la mode standard. Passage à la section du milieu. Elle a arrêté de faire défiler. Le silence dans le bureau est soudainement devenu incroyablement lourd. Carmen a laissé échapper un souffle bas et sec. Serena a-t-elle dit doucement. Viens regarder ça. J'ai contourné le bureau et j'ai regardé l'écran. Là sur la diapositive numéro 14 il y avait une photographie. Elle était légèrement floue. Clairement prise avec un appareil photo de téléphone à distance. Mais il n'y avait absolument aucun doute sur l'identité de la personne. C'était moi. La photographie avait été prise lors d'un barbecue familial il y a 1 an. J'étais assise à une table de pique-nique en portant mon uniforme parce que je m'étais arrêté directement après un quart sur la base. J'étais penché sur un presse-papier en remplissant des formulaires administratifs banals. J'avais l'air fatigué. Détaché et entouré de papier. Mais c'était la légende sous la photographie qui m'a glacé le sang. Imprimé en lettres grasses et agressives, on pouvait lire les mots administratifs contraction. Quand la paperasse prend le pas sur l'expérience réelle. En dessous, une liste à puces décrivait les dangers des secrétaires de bureau glorifiés occupant des postes de haut rang sans avoir le courage tactique pour soutenir leur autorité. C'était un assassinat de caractère direct et indéniable. Il ne parlait plus seulement dans mon dos. Il utilisait mon image volée pour faire avancer sa propre carrière sur une scène militaire. Je vais l'anéantir, a murmuré Carmen alors que sa voix était venimeuse. Elle a tendu la main vers le téléphone. J'appelle le comité d'éthique tout de suite. C'est une violation massive.
Utiliser l'image d'un officier sans consentement pour dénigrer sa valeur de commandement. Il perdra sa commission. Arrête, ai-je dit en posant ma main sur la sienne. Serena, as-tu perdu la tête? Regarde ça. Elle a fait un geste sauvage vers l'écran. Je le vois, ai-je dit de ma voix étrangement calme. La colère chaude et chaotique de Thanksgiving avait complètement disparu. Elle était remplacée par une clarté arctique. Ce n'était plus une querelle de famille. C'était de la diffamation professionnelle. Si nous le signalons maintenant, ils le forceront juste à retirer discrètement la diapositive. Il recevra une tape sur les doigts. Il dira à la famille que j'ai surréagi et essayé de ruiner sa carrière parce que je ne supporte pas la critique. Non. Carmen m'a regardé fixement. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je vais le laisser la présenter, ai-je dit en regardant mon propre visage flou sur l'écran. Je vais le laisser se tenir devant une salle entière d'officiers supérieurs et je vais le laisser creuser sa propre tombe. J'ai conduit à la maison ce soir-là en me sentant comme un ressort spiralé. La maison était silencieuse quand je suis entré. Julian était assis dans le salon en notant des devoirs d'histoire avec un stylo rouge. Il a levé les yeux en offrant un sourire timide et plein d'espoir. Il priait clairement que la tempête soit passée et que nous puissions revenir à notre routine normale et confortable. Je me suis dirigé vers la table basse et j'ai jeté mon téléphone directement sur sa grille d'évaluation. Regarde ça, ai-je dit. Julian a froncé les sourcils en posant son stylo. Il a pris le téléphone. Sur l'écran se trouvait une photographie claire que j'avais prise de l'écran de Carmen. J'ai regardé les yeux de Julian scruter l'image. Je l'ai regardé lire la légende. Je l'ai regardé traiter les puces. Toute la couleur a quitté son visage. Sa bouche s'est légèrement ouverte mais aucun mot n'est sorti. Il a fixé l'écran pendant 60 secondes entières avant de laisser finalement échapper un seul son creux. Oh. C'était un si petit mot. Juste une syllabe. Mais dans cette seule syllabe j'ai entendu l'effondrement complet de chaque excuse qu'il avait jamais faite pour son cousin. L'illusion que Derek n'était qu'un grande gueule inoffensif qui aimait plaisanter était morte sur la table. Ce n'était pas une blague. C'était une embuscade. Il présente cela lors d'un déjeuner de leadership la semaine prochaine, ai-je dit de ma voix complètement dépourvue d'émotion. Devant une salle pleine d'officiers en service actif et d'entrepreneurs civils. Il a pris une photographie de moi chez ta mère et il l'utilise pour me traiter d'imposteur. Julian a passé une main brutalement sur son visage en ayant l'air physiquement malade. Serena, je ne savais pas. Je te jure que je n'avais aucune idée qu'il ferait jamais quelque chose comme ça. C'est complètement insensé. Je sais que tu ne le savais pas, ai-je répondu froidement. Parce que tu n'as jamais voulu savoir. Tu voulais maintenir la paix. Tu voulais prétendre que les choses qu'il disait sur moi étaient inoffensives. Eh bien voici le résultat de taper Julian. Il s'est levé en faisant les 100 pas sur la longueur du salon et ses mains passant dans ses cheveux. Pour la première fois depuis Thanksgiving, j'ai enfin vu une véritable colère protectrice chez mon mari. Pas la légère contrariété d'un inconvénient mais une vraie fureur. Je l'appelle tout de suite. Julian a attrapé son téléphone dans sa poche. Je vais lui arracher la tête. Il retire ça immédiatement. Ne le fais pas, ai-je ordonné en m'interposant devant lui. Serena, es-tu folle? Tu ne peux pas le laisser montrer ça. Pose le téléphone, Julian, ai-je dit avec mon ton ne laissant absolument aucune place au débat. Tu as eu ta chance de parler à Thanksgiving et tu as choisi de regarder ton petit pain. Tu n'as pas le droit d'intervenir et de jouer les héros maintenant que le mal est déjà fait. Je gère ça à ma façon. Julian s'est arrêté et ses épaules se sont affaissées. La culpabilité dans ses yeux était lourde et profonde. Il a réalisé le coup de son silence et il savait qu'il ne pouvait pas simplement acheter sa sortie avec un appel téléphonique tardif. « Quelle est ta façon ?» a-t-il demandé doucement. Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone a vibré sur la table basse. C'était Carmen. Je l'ai pris et je l'ai mis sur haut-parleur pour que Julian puisse entendre. « Parle-moi, ai-je dit. » Eh bien l'intrigue s'épaissit. La voix de Carmen est venue claire et professionnelle. J'ai poussé le problème via le coordinateur de l'événement de manière anonyme. J'ai signalé la diapositive pour une image non autorisée du personnel de la base. Le coordinateur a envoyé à Derek un courrier électronique lui conseillant de retirer la diapositive 14 ou de remplacer l'image par une photographie de banque d'images. Julian a semblé soulagé. Dieu merci.
Attendez la suite, a continué Carmen. Derek a répondu au coordinateur il y a 30 minutes. Il a refusé. Julien a fixé le téléphone. Il a quoi? Il a refusé, a répété Carmen. Il a invoqué la liberté académique et a déclaré que l'image est essentielle à sa perspective de leadership sur la lourdeur administrative. Il a affirmé que le sujet est non identifiable donc il n'a pas besoin de consentement. Il double la Miss Serena. Il pense vraiment qu'il est intouchable. J'ai senti un sourire froid s'étirer sur mon visage. C'était le sourire d'un prédateur regardant le piège se refermer. L'arrogance est une chose dangereuse mais l'arrogance absolue et incontrôlée est une maladie mortelle. Derek s'était vu offrir un pont d'or pour s'éloigner de son erreur et il avait choisi de le brûler. Merci Carmen, ai-je dit. Laisse tomber. Laisse-le garder la diapositive. Tu es la patronne, a-t-elle dit en raccrochant. J'ai regardé Julien. Il me regardait fixement. Terrifié par le regard dans mes yeux. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-il demandé à nouveau alors que sa voix tremblait légèrement. Je vais assister à un déjeuner, ai-je dit. Et je te suggère fortement de venir avec moi. Le matin du déjeuner est arrivé enveloppé dans un brouillard côtier dense et étouffant. La pluie ne s'était pas arrêtée depuis 3 jours laissant le monde extérieur contusionné et gris. Je me suis réveillé bien avant que mon réveil ne sonne. Je suis resté couché dans l'obscurité en écoutant le tambourinement rythmique de l'eau contre la fenêtre de la chambre. Je me sentais remarquablement calme. C'était le type de calme spécifique qui s'installe sur vous juste avant de sauter d'un avion. La peur a disparu. Il ne reste que l'exécution de la mission. Je suis sorti du lit et j'ai enfilé mon uniforme de service. Je ne me suis pas pressé. J'ai pris mon temps pour m'assurer que chaque pli était parfaitement net. Que chaque ruban était parfaitement aligné. J'ai épinglé mon insigne de grade à mon col. Je me suis regardé dans le miroir en roulant les épaules en arrière. La femme qui me regardait n'était pas une victime. Elle n'était pas une secrétaire glorifiée. Elle était une officière qui avait mérité chaque fil du tissu qu'elle portait. Julien attendait en bas. Il portait un costume sombre et sa cravate était parfaitement nouée. Il avait l'air épuisé. Il n'avait pas bien dormi depuis que je lui avais montré la photographie. Il a tenu la porte d'entrée ouverte pour moi et nous sommes sortis sous la pluie. Le trajet vers la station navale a été silencieux. Ce n'était pas le silence amer et toxique du trajet de Thanksgiving. Mais un silence tendu et plein d'anticipation. Julien a gardé ses mains fermement agrippées au volant à 10 et 2. Il voulait dire quelque chose. Je pouvais le deviner. Mais il savait qu'il n'y avait plus rien à dire. Le temps des mots était passé. Nous sommes arrivés à la base et avons passé la sécurité. L'événement se tenait dans l'un des grands bâtiments de l'auditorium près du front de mer. Quand nous sommes entrés dans le grand foyer, l'endroit était déjà bondé. L'air bourdonnait du faible murmure de centaines de conversations. Du cliquetis des tasses de café et du bruissement des programmes. Il y avait des officiers subalternes. Des hauts gradés. Des entrepreneurs civils et des dirigeants communautaires. C'était un public massif. J'ai balayé la pièce du regard pendant que Julien remettait mon manteau au vestiaire. Presque immédiatement je l'ai repéré. Harrison était assis dans la 3e rangée juste dans l'allée. Il était vêtu d'un costume élégant en tenant un programme dans ses mains massives. Il avait l'air complètement immuable comme une montagne attendant une tempête. Quand il m'a vu marcher dans l'allée, il a fait un seul hochement de tête presque imperceptible. J'ai hoché la tête en retour. Pas de sourire. Pas de bavardage. Julien et moi avons trouvé 2 sièges près du milieu de la pièce. Assez loin en arrière pour observer toute la scène mais assez près pour être clairement vu. Je me suis assise et j'ai croisé les chevilles en reposant mes mains sur mes genoux. Quelques instants plus tard j'ai vu Derek. Il se tenait près de l'avant de la scène en tenant un verre d'eau et en riant bruyamment avec un groupe d'enseignes. Il avait l'air complètement détendu. Totalement dans son élément. Il portait sa tenue de service. Ses cheveux parfaitement séparés et sa poitrine bombée d'une fierté indéniable. Il se prélassait dans l'attention en s'imprégnant de l'admiration des jeunes officiers. Il ressemblait à un homme qui croyait que le monde lui appartenait. Il ne m'a pas vu assise dans le public. Regarde-le, a chuchoté Julien à côté de moi alors que sa voix était serrée par la colère. Il n'a absolument aucune idée de ce qu'il fait.
Non, ai-je répondu calmement avec mes yeux verrouillés sur Derek. Il sait exactement ce qu'il fait. Il n'a juste aucune idée de la personne à qui il le fait. Les lumières de l'auditorium se sont tamisées. Le faible murmure de la foule s'est estompé en un silence respectueux. Un commandant supérieur s'est approché du podium. Il a tapoté le microphone et a accueilli tout le monde au déjeuner de leadership sur la préparation conjointe. Il a parlé pendant environ 5 minutes en soulignant l'importance d'adapter les styles de leadership aux défis modernes. Puis il a présenté le premier orateur. Veuillez accueillir sur scène le lieutenant Derek pour discuter de l'intersection critique de la préparation opérationnelle et de la concentration administrative. Le public a applaudi poliment. Derek s'est pavané dans les escaliers menant à la scène. Il a ajusté le microphone. Il a adressé au public un sourire gagnant et charismatique et a cliqué sur la télécommande dans sa main. L'écran de projecteur massif derrière lui s'est allumé avec sa diapositive de titre. J'ai pris une lente et profonde inspiration. L'attente était terminée. À son crédit, Derek était un très bon orateur public. Il avait de la cadence. Il avait de la confiance et il savait comment retenir l'attention d'une salle. Pendant les 10 premières minutes, il a arpenté la scène sans effort en livrant ses arguments sur la communication rationalisée et la nécessité d'une expérience de première ligne. Le public hochait la tête. Même quelques-uns des officiers supérieurs semblaient impressionnés. Julian s'est agité inconfortablement sur le siège à côté de moi avec son genou rebondissant d'une énergie nerveuse. Je suis resté parfaitement immobile. J'ai regardé le visage de Derek en attendant le pivot inévitable. Mais nous sommes confrontés à un problème croissant, a dit Derek alors que sa voix prenait un ton plus sérieux et inquiet. Il a arrêté de faire les 100 pas et s'est tenu au centre de la scène. Alors que notre infrastructure se développe, nous constatons un changement dangereux dans la façon dont nous valorisons le leadership. Nous commençons à récompenser la visibilité au détriment de la capacité. Il a cliqué sur la télécommande dans sa main. L'écran derrière lui a clignoté. La diapositive est apparue. Elle était là. Projetée à 10 pieds de haut pour que tout l'auditorium puisse la voir. La photographie floue de moi assise à la table de pique-nique. Ensevelie sous la paperasse et portant mon uniforme. Et juste en dessous la légende audacieuse et accablante sur l'administratif contre l'action. Quand la paperasse prend le pas sur l'expérience réelle. Un faible murmure a parcouru la foule. Ce n'était pas de l'indignation. Juste le son de quelques centaines de personnes déplaçant leur attention pour traiter le visuel. Nous avons des officiers, a continué Derek en pointant vaguement l'écran derrière lui. Qui maîtrisent l'art de jouer le rôle. Ils remplissent des postes administratifs. Ils cochent des cases. Ils posent pour les brochures sur la diversité. Mais il manque du courage tactique requis pour mener des marins dans un conflit réel. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des secrétaires de bureau glorifiés se faisant passer pour des leaders de combat. Il a souri en regardant le public et en s'attendant à des hochements de tête d'approbation. J'ai décroisé mes chevilles. J'ai placé mes mains sur les accoudoirs de ma chaise et je me suis levé. Je n'ai pas bondi. Je n'ai pas crié. Je me suis simplement levé en émergeant de la mer de personnes assises et en me tenant parfaitement droite dans mon uniforme. Dans une salle de 400 personnes assises, une personne debout attire immédiatement le regard. Les personnes assises à côté de moi ont tourné la tête. Les personnes derrière moi ont bougé. En moins de 5 secondes, la distraction a voyagé jusqu'au premier rang et finalement jusqu'à la scène. Les yeux de Derek ont balayé la foule et se sont verrouillés sur moi. Son sourire charismatique a vacillé. Pendant une fraction de seconde, il a complètement disparu en étant remplacé par un éclair de pure panique. Mais il était sur une scène. Il avait un microphone. Il a essayé de se reprendre en plaquant un sourire faible et confus sur son visage. Oui. Avons-nous une question du public, a demandé Derek alors que sa voix semblait soudainement beaucoup plus faible à travers les haut-parleurs. Je n'avais pas besoin de microphone. Des années à commander des unités sur des ponts d'envol chaotiques m'avaient donné une voix qui pouvait porter à travers le béton. Lieutenant, ai-je dit. Le seul mot a tranché le silence de mort de l'auditorium. Qui vous a donné la permission d'utiliser cette image? La foule s'est figée. Personne n'a bougé. La tension dans la pièce a tellement augmenté qu'on aurait dit un poids physique appuyant sur le sol. Derek a saisi les bords du podium alors que ses jointures devenaient blanches. Il a essayé de maintenir sa façade professionnelle.
Madame, comme je l'ai indiqué dans les notes de présentation, il s'agit d'une aide visuelle anonymisée pour représenter un problème conceptuel concernant le leadership. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé, lieutenant. Je l'ai coupé pendant que ma voix résonnait sur les hauts plafonds. Je n'ai pas augmenté le ton. Je l'ai fait descendre dans une autorité de commandement absolue. J'ai demandé qui vous a donné la permission de projeter une photographie non autorisée d'une officière supérieure pour dénigrer sa carrière. Une inspiration collective a résonné dans la pièce. Les gens tendaient le cou en regardant d'avant en arrière entre moi et la scène. Derek a dégluti difficilement. Il a regardé vers les coulisses de la scène en espérant que le coordinateur de l'événement le sauverait. Personne n'a bougé. Il m'a regardé avec sa confiance entièrement brisée. L'individu sur la photographie n'est pas identifiable. C'est simplement un exemple de lourdeur administrative par rapport à l'expérience opérationnelle réelle. J'ai fait un pas dans l'allée. Avez-vous vérifié l'expérience opérationnelle de l'officière sur cette photographie avant de la qualifier de secrétaire de bureau? Derek transpirait maintenant. Je pouvais voir l'éclat sous les lumières de la scène. C'est un exemple général. L'avez-vous vérifié? Ai-je exigé pendant que le commandement claquait comme le tonnerre. Derek a ouvert la bouche mais rien n'est sorti. Il était complètement pris au piège. Il ne pouvait pas dire oui parce qu'alors il mentirait à une salle pleine d'officiers. Il ne pouvait pas dire non car cela prouvait mon point. Le silence s'est étiré en étant épais et angoissant. Derek se noyait devant 400 personnes. Puis une voix a parlé depuis le tout premier rang. C'est une question très valide. Toutes les têtes dans la pièce, y compris la mienne, se sont tournées vers le premier rang. Un homme plus âgé se levait lentement. Il s'appuyait lourdement sur une canne en bois avec ses mouvements délibérés et douloureux. Mais sa posture était incroyablement droite. Il portait un costume sombre avec une épinglette métallique miniature. C'était le capitaine Wallace. La pièce entière a semblé retenir son souffle. Le capitaine Wallace était une légende dans la communauté navale côtière de Virginie. C'était le genre d'homme dont la réputation entrait dans une pièce 10 minutes avant lui. Wallace s'est tenu complètement droit en s'appuyant sur sa canne. Il s'est légèrement tourné pour pouvoir regarder Derek sur la scène puis me regarder dans l'allée. Son expression était totalement illisible comme un masque de peau burinée et d'yeux durs. Lieutenant, a dit le capitaine Wallace alors que sa voix était rauque mais portant un poids immense. Savez-vous qui est réellement l'officière sur votre photographie? Derek avait l'air sur le point de s'effondrer physiquement. Ses yeux ont dardé frénétiquement. Non monsieur. Comme je l'ai dit, elle a été tirée d'un album de médias sociaux non classifiés. Elle était censée être anonyme. Le capitaine Wallace a lentement secoué la tête dans un geste de profonde déception. Il a levé sa canne et l'a pointée directement vers moi. Son indicatif d'appel est jukebox, a déclaré Wallace. Un murmure de confusion a parcouru les officiers subalternes mais un silence aigu est tombé sur les hauts gradés des premiers rangs. Ils connaissaient le nom. Wallace a tourné son regard vers Derek en épinglant le jeune homme sur la scène comme un papillon sur une planche. Il y a environ une décennie, un hélicoptère de transport a essuyé de violents tirs anti-aériens au-dessus d'une étendue de désert très hostile. La pilote a subi de graves blessures par éclat d'obus à la jambe en sectionnant une artère critique. L'appareil tombait en panne. Les instruments étaient morts. Elle avait 6 hommes à l'arrière de cet oiseau. L'auditorium était si silencieux que l'on pouvait entendre les bouches de climatisation bourdonner. Cette pilote a continué Wallace alors que sa voix était chargée d'émotion. S'est attaché sa propre jambe avec un garrot tout en pilotant manuellement un appareil mourant. Elle a évité une frappe secondaire. Elle a navigué à l'aveugle à travers une tempête de sable et a posé cet oiseau en toute sécurité derrière les lignes amies avant de s'évanouir à cause d'une perte de sang. Wallace a fait une pause en laissant le poids de l'histoire s'installer sur la pièce. Il m'a regardé et j'ai vu une profonde et durable gratitude dans ses yeux. L'un des hommes à l'arrière de cet hélicoptère, c'était moi, a dit doucement Wallace. Il s'est retourné vers la scène et sa voix s'est durcie comme de l'acier. Elle est la raison pour laquelle je me tiens ici aujourd'hui. Et vous avez l'audace absolue de vous tenir sur cette scène et de l'appeler une secrétaire de bureau glorifiée parce que vous avez trouvé une photographie d'elle remplissant des documents. Derek a reculé physiquement comme s'il avait été frappé au visage. Tout le sang a quitté ses joues. Il avait l'air complètement et totalement terrifié. Monsieur, je n'en avais absolument aucune idée. Je vous jure que je ne savais pas. Exactement, a claqué Wallace. Vous ne saviez pas.
Vous avez jugé d'abord et vous n'avez jamais fait de recherche. Vous avez laissé votre ego dicter votre réalité. Wallace s'est rassis lourdement. La déclaration est restée suspendue dans l'air comme un verdict final dévastateur. Derek a regardé le public en implorant une bouée de sauvetage. Ses yeux ont trouvé Julian assis à côté de là où je me tenais. Julian, sa propre chair et son propre sang. Le cousin qui maintenait toujours la paix. Julian s'est levé. Il n'avait plus l'air nerveux. Il avait l'air résolu. Il a regardé directement Derek et sa voix a porté clairement à travers la pièce. « Retire la diapositive, Derek, » a dit fermement Julian. Derek a tressailli. « Julian, je... » « Retire cette foutue diapositive » va répéter Julian avec sa voix résonnant avec une finalité absolue. Avant même que Derek ne puisse attraper la télécommande, une autre silhouette s'est levée dans la troisième rangée. C'était Harrison. Derek a regardé son père et toute l'envie de se battre qui lui restait s'est complètement évaporée. Harrison n'a pas crié. Il n'a pas élevé la voix. Il a parlé avec la déception silencieuse et écrasante d'un père regardant son fils échouer au test ultime de caractère. « J'ai passé 30 ans dans cet uniforme » a dit Harrison alors que sa voix tranchait le silence. « J'ai passé 30 ans à enseigner aux marins que le respect se gagne par le sacrifice et non en volant la vedette. » Harrison a regardé l'écran de projecteur massif puis son fils. « Quand exactement as-tu appris à désirer l'attention plus que tu ne respectes l'uniforme ?» C'était le coup de grâce venant de son père devant ses pairs et devant ses supérieurs. C'était l'anéantissement total. Derek a fixé le sol. Ses mains tremblaient. Il a tâtonné avec la télécommande en cliquant frénétiquement sur le bouton jusqu'à ce que l'écran devienne entièrement noir. L'image avait disparu mais les dégâts étaient permanents. Le coordinateur de l'événement s'est précipité sur la scène en chuchotant frénétiquement à Derek avant de prendre le microphone et d'annoncer maladroitement un entracte de 15 minutes. La pièce a explosé en chuchotements étouffés et chaotiques. Je me suis retourné. J'ai remonté l'allée et j'ai franchi les doubles portes pour sortir dans le hall. Je n'ai pas attendu les applaudissements. Je n'ai pas attendu les excuses. Je suis sorti dans l'air frais et humide du matin de Virginie en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Les histoires comme celle-ci se terminent généralement par la confrontation. Dans les films, le méchant est humilié. La foule applaudit. Le héros s'éloigne vers le coucher du soleil et le générique défile. Mais dans la vraie vie, la confrontation n'est que l'explosion. Le plus dur est toujours de vivre avec les retombées. Le samedi après-midi, 48 heures après le déjeuner, la discussion de groupe de la famille était un terrain vague radioactif. La nouvelle s'était répandue par le bouche-à-oreille familial à une vitesse terrifiante bien que la version des événements qui soit parvenue à la tante Clara et à Martha ait été fortement éditée. Dans leur version, Derek avait commis une minuscule erreur innocente avec une présentation de diapositives. Et je l'avais attaqué par vengeance devant ses officiers commandants en essayant délibérément de détruire sa carrière. Mon téléphone a vibré violemment sur le comptoir de la cuisine. Je l'ai ramassé. Texte de la tante Clara. Serena, je n'arrive pas à croire que tu réglerais les affaires de famille si publiquement. Derek est dévasté. Tu dois vraiment apprendre à pardonner. Un autre texte de Martha. Tu as humilié mon fils. Tu aurais pu simplement lui parler en privé. La famille est censée se protéger mutuellement. J'ai lu les messages avec un sentiment d'amusement détaché. C'était incroyable de voir comment les règles de protection de la famille ne s'appliquaient que lorsque quelqu'un tenait Derek pour responsable. Mais elles disparaissaient complètement lorsqu'il était celui qui causait les dégâts. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement supprimé les messages et mis le téléphone sous silence. J'en avais fini d'expliquer le concept de respect à des personnes résolues à me mal comprendre. Je suis sorti sur le porche arrière. La pluie s'était enfin arrêtée. Le soleil de fin d'après-midi perçait les nuages en projetant de longues ombres dorées sur l'herbe humide. Julian était assis sur les marches en bois en tenant une tasse de café et en regardant la petite parcelle de bois derrière notre maison de ville. Je me suis assise à côté de lui sur le bois froid. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes en écoutant les oiseaux gazouiller dans les arbres humides. Ma mère m'a appelé ce matin, a finalement dit Julian avec la voix rauque. Je suppose qu'elle voulait que tu exiges des excuses de ma part, ai-je répondu en regardant droit devant moi. Elle voulait que je répare ça, a corrigé doucement Julian. Elle voulait que j'aplanisse les choses. Que je parle à Derek. Que je te parle. Que tout redevienne normal avant Noël.
Je l'ai regardé. Et que lui as-tu dit? Julien a tourné la tête et a croisé mon regard. Il avait l'air plus vieux et plus épuisé. Mais il y avait une clarté dans son expression que je n'avais jamais vue auparavant. Je lui ai dit non, a dit simplement Julien. J'ai cligné des yeux en étant sincèrement surprise. Tu l'as fait? Julien a hoché la tête en posant sa tasse de café sur les marches. Il s'est tourné complètement vers moi en prenant mes deux mains dans les siennes. Serena, je te dois des excuses. Pas les excuses peu enthousiastes que je t'ai faites dans la voiture. De vraies excuses. J'ai attendu en le laissant trouver les mots. À Thanksgiving, quand Derek a commencé à parler, mon rythme cardiaque a grimpé, a admis Julien avec sa voix stable mais pleine de regrets. Je déteste les conflits. Je les ai toujours détestés. J'ai grandi dans une famille où celui qui criait le plus fort gagnait. Et la façon la plus simple de survivre était de simplement garder la tête baissée. Donc quand il t'a insulté, mon cerveau est juste passé en mode survie. Je me suis dit que je maintenais la paix. Il a serré mes mains plus fort. Mais j'ai réalisé quelque chose en m'asseyant dans cet auditorium. Je ne protégeais pas la paix. Je protégeais mon propre confort. Je t'ai laissé prendre une balle pour ne pas avoir à me sentir mal à l'aise. Et puis je me suis mis en colère contre toi parce que tu saignais. J'ai senti un nœud serré dans ma poitrine se desserrer légèrement. C'était la vérité. C'était inconfortable. C'était mais c'était honnête. J'aurais dû te soutenir, a dit Julien avec les yeux s'embuant. Je suis ton mari. Je suis censé être ton partenaire et je t'ai laissé tomber. Je suis si profondément désolé. Je l'ai regardé pendant un long moment. La colère qui avait mijoté entre nous pendant des semaines a finalement commencé à se refroidir. Je te crois, ai-je dit doucement. Mais Julien, des excuses ne sont que des mots. J'ai besoin d'un comportement différent. Je ne peux pas être marié à un homme qui me laissera repousser des lots juste pour se sauver lui-même. Je ne le ferai pas, a promis Julien avec sa voix chargée d'émotion. Je te jure que le gardien de la paix est mort. Je suis dans ton équipe, Serena. Toujours. Je me suis penché et j'ai posé ma tête contre son épaule. Il a passé son bras autour de moi en me serrant fort. La tempête à l'intérieur de la maison était enfin terminée. La fondation s'était fissurée mais nous commencions enfin à la reconstruire. Des mois ont passé. Les saisons ont changé en passant du froid humide de l'hiver à la chaleur humide et collante d'un été de Virginie. Les choses se sont installées dans une nouvelle réalité permanente. La carrière de Derek ne s'est pas terminée mais elle a pris un coup massif et indéniable. Le comité d'examen officiel a signalé sa présentation. Sa prochaine promotion a été discrètement mise de côté. Il a été transféré à un poste moins visible et hautement administratif. Une ironie brutale que j'ai appréciée de loin. Les officiers supérieurs qu'il avait autrefois trouvé charmants le traitaient maintenant avec un professionnalisme poli et glacial. Il avait perdu la seule chose qu'il valorisait par-dessus tout, c'est-à-dire la vedette. Mais le changement le plus profond a eu lieu au sein de la famille. Pour la première fois de sa vie, les gens ont arrêté de prendre automatiquement la parole de Derek pour parole d'évangile. La dynamique familiale a changé. Harrison et moi avons commencé à prendre un café une fois par mois. Nous n'avons jamais parlé de Derek. Nous avons parlé de baseball, d'histoire navale et des meilleurs endroits pour manger un barbecue. Nous avons construit une relation basée sur le respect mutuel en laissant le drame derrière nous. Puis exactement 5 mois après le déjeuner, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu mais j'ai reconnu l'indicatif régional local. J'ai répondu. Bonjour. Le silence a plané sur la ligne pendant un long moment. Puis une voix a parlé. Serena, c'est Derek. J'ai arrêté d'essuyer le comptoir de la cuisine. Je suis resté parfaitement immobile. Sa voix semblait remarquablement différente. L'arrogance polie et tonitruante avait complètement disparu. Il avait l'air fatigué. Il avait l'air humilié. Que veux-tu, Derek? Ai-je demandé en gardant mon ton entièrement neutre. Je voulais m'excuser, a-t-il dit. J'ai presque ri purement sous le choc. Tu as 5 mois de retard. Je sais, a-t-il admis doucement. Je sais. Il m'a fallu beaucoup de temps pour en arriver là. J'ai passé des mois à me convaincre que tu étais la méchante. Que tu m'avais piégé. Que le capitaine Wallace avait surréagi. Et qu'est-ce qui a changé? Ai-je demandé.
Il a laissé échapper un lourd soupir. Mon père a arrêté de me parler. Pas formellement. Juste il a arrêté de me regarder comme il le faisait avant. Et j'ai réalisé pourquoi. Il a fait une pause et quand il a parlé à nouveau les mots semblaient lui faire physiquement mal à dire. J'étais jaloux de toi Serena. J'ai froncé les sourcils en étant sincèrement confuse. Jaloux de quoi? Je suis un pilote vieillissant avec un mauvais genou. Tu étais sur la voie rapide. J'étais jaloux parce que tu n'as jamais eu besoin d'exiger le respect, a dit Derek avec sa voix brute et honnête. Tu ne t'es jamais vanté. Tu n'as jamais fait de spectacle. Tu es juste entré dans une pièce et les gens t'ont respecté. J'ai passé toute ma vie à parler aussi fort que je pouvais pour que les gens me remarquent et tu as obtenu plus de respect en ne disant absolument rien. Ça me rendait fou. Alors j'ai essayé de te démolir pour me faire paraître plus grand. Je me tenais dans la cuisine silencieuse en regardant les grains de poussière danser dans un rayon de soleil de l'après-midi. C'était la vérité absolue. Sans phare et pathétique. Je t'ai utilisé pour me sentir plus grand, a dit Derek. Et je suis vraiment profondément désolé. J'ai absorbé les mots. Je les ai laissés m'envahir. C'est la chose la plus honnête que tu m'aies jamais dite, Derek. Pouvons-nous recommencer, a-t-il demandé avec une pointe d'espoir désespéré dans sa voix. J'y ai réfléchi. J'ai pensé au dîner de Thanksgiving. Aux nuits blanches. À la photographie sur l'écran du projecteur. J'ai pensé à la douleur qu'il avait causée et à la paix que j'avais combattue si dur pour récupérer. Non, ai-je répondu calmement. Nous ne pouvons pas recommencer. Je ne ferai pas semblant que rien de tout cela n'est arrivé mais nous pouvons commencer à partir d'ici. Si je te vois lors d'une réunion de famille je serai poli. Mais nous ne sommes pas amis, Derek. Ce pont a disparu. Il est resté silencieux un instant. Puis il a simplement dit. Je comprends. Merci Serena. Il a raccroché. J'ai posé le téléphone et j'ai senti un immense poids physique se soulever de mes épaules. C'était vraiment fini. Quelques semaines plus tard je me tenais sur le front de mer à la station navale juste au moment où le soleil se levait. Le ciel était une toile brillante de rose et d'or se reflétant sur l'eau sombre et calme du port. Mon genou droit palpitait un peu à cause de l'humidité matinale. Ma veste de service me serrait un tout petit peu plus aux épaules qu'il y a une décennie. Et pour la première fois de ma vie rien de tout cela ne me dérangeait. J'ai regardé un immense porte-avions se diriger lentement vers le grand océan en pensant à tout ce que j'avais appris au cours de l'année écoulée. Nous passons tellement de temps dans nos vies à être terrifiés par ce que les autres pensent de nous. Nous nous contorsionnons pour rentrer dans leur case. Pour maintenir la paix. Pour éviter les conversations inconfortables. Mais le respect n'est pas quelque chose que l'on peut exiger d'une scène. Et ce n'est pas quelque chose que l'on peut perdre à cause d'une blague imprudente. Le respect est quelque chose que vous portez dans vos os. Il se forge dans les moments calmes et douloureux où vous décidez que vous ne tolérerez plus d'être rabaissé. Si jamais vous avez été sous-estimé, insulté ou rejeté par les personnes qui sont censées vous connaître le mieux. Écoutez ceci. Vous n'avez pas besoin de renverser la table. Vous n'avez pas besoin de crier. Vous avez juste besoin de vous lever. De tracer une ligne dans le sable et de laisser la vérité parler d'elle-même. Parce que parfois les personnes qui essaient de vous démolir finissent par construire exactement la scène dont vous avez besoin pour montrer au monde exactement qui vous êtes. Merci de votre écoute. Gardez vos limites fortes et prenez soin de vous.